Ils ont régné sur la planète plus de 170 millions d'années. Puis, ils ont disparu. L'histoire dit qu'un énorme astéroïde a frappé la péninsule du Yucatan il y a environ 66 millions d'années. Cet astéroïde a provoqué de terribles changements environnementaux, notamment des débris dans l'air, qui bloquaient la lumière du soleil, si bien que les plantes ne pouvaient pas résister. La température à la surface de la Terre a chuté et les animaux ont lutté pour survivre jusqu'à ce qu'ils finissent par s'éteindre. Ça, c'est ce que de nombreux paléontologues pensent. D'autres disent que les dinosaures étaient sur le point de s'éteindre avant l'arrivée de cet astéroïde. Déjà 10 millions d'années avant. Les espèces les plus anciennes n'ont pas évolué suffisamment pour s'adapter aux changements environnementaux tels que l'élévation du niveau des mers, l'activité volcanique massive ou les aires glaciaires. Les dinosaures préféraient la chaleur qui leur permettait de conserver leur température corporelle stable. Les dinosaures vivaient sur les 7 continents, même en Antarctique, car il n'y avait pas de glace là-bas à l'époque. Il y a environ 90 millions d'années, c'était une forêt tropicale marécageuse avec un climat chaud et agréable. Même sa localisation était différente, car elle se trouvait à 900 km du pôle sud de l'époque. Le niveau de la mer était 170 mètres plus élevé qu'aujourd'hui. Et la température de la surface de l'eau pouvait atteindre près de 35 degrés Celsius. L'Antarctique connaissait encore une sorte de nuit polaire, donc plusieurs mois sans soleil, mais le climat autour du pôle sud était doux et tempéré et surtout sans glace. Les dinosaures ne muaient pas d'un coup comme les reptiles d'aujourd'hui. Les scientifiques pensent qu'ils perdaient leur peau par petits morceaux et qu'ils avaient une sorte de fourrure de dinosaure. Le Pégomastax ressemblait à un croisement entre un porc-épic et un perroquet. Cet herbivore avait des mâchoires de 2,5 cm de long, équipées d'un petit bec et de longues dents auto-aiguisantes, qu'ils utilisaient comme des ciseaux pour découper les plantes. Notre lion moderne a une morsure puissante, mais le puissant T-Rex mordait bien plus fort. Le roi des dinosaures avait la morsure la plus forte de tous les animaux terrestres, 3,5 fois plus forte que celle du record actuel, détenu par le crocodile marin d'Australie. Il avait également les dents les plus longues, près de 25 cm de long, soit la longueur d'un iPad. La plupart des animaux modernes ont le sang chaud ou froid, mais celui des dinosaures se situait entre les deux. Les scientifiques pensent qu'ils étaient principalement mésothermes, ce qui signifie que l'activité de leurs muscles réchauffait leur corps, mais que leur température corporelle pouvait également fluctuer. De nombreux dinosaures comme le Triceratops ou le Stégosaure avaient des pointes, des plaques, des cornes ou des crêtes sur le corps. Avant, on pensait que c'était des moyens de défense car ils n'avaient ni dents pointues ni griffes. Mais les scientifiques ont ensuite pensé que c'était probablement un moyen servant à impressionner leurs partenaires et à identifier les membres de leur espèce. Le Pachycéphalosaure avait même un casque en os sur la tête. Dans les films, on voit souvent les dinosaures grands comme des immeubles, mais la plupart étaient principalement de taille humaine, voire plus petits. Mais les os plus gros se fossilisaient plus facilement. C'est pourquoi on a surtout retrouvé des espèces gigantesques. L'Éoraptor, ou voleur de l'aube, est le premier dinosaure à avoir reçu un nom. Petit et plein de dents, il a reçu son nom parce qu'il vivait à l'aube de l'ère des dinosaures. Il faisait la taille d'un berger allemand, mais n'était pas aussi sympa. Avec son dos voûté et recouvert de plaques osseuses et sa queue recourbée, l'ankylosaure était la version géante du tatou. Son point faible était son ventre mou, mais les dinosaures carnivores qu'il y avait après lui devaient d'abord arriver à le retourner, et c'était vraiment dur à cause de son impressionnante armure. On pense que même ses paupières étaient couvertes d'os. Certains dinosaures mangeaient de la viande, d'autres des plantes, et certains pouvaient même manger des cailloux. Le Gallimimus ne pouvait pas mâcher les plantes qu'il mangeait. Il ingérait donc des cailloux pour broyer sa nourriture. Il ressemblait à un étrange mélange entre un dinosaure et un oiseau, et ses poignets n'étaient pas capables de maintenir ses pattes avant parallèles au sol. Il n'aurait pas pu jouer au basket, le pauvre. Les plus grands dinosaures étaient herbivores. Les carnivores ou théropodes étaient généralement plus petits. Ceci s'explique par le fait que les dinosaures herbivores dévoraient d'énormes quantités de nourriture, avalant parfois des branches entières sans les mâcher. Certains pouvaient manger 1 tonne de nourriture par jour, soit le poids d'un bus. Ces dinosaures étaient aussi plus nombreux que les autres. Les scientifiques ne savent toujours pas si les dinosaures carnivores étaient capables de se coordonner pour chasser en groupe, car ils semblaient peu amicaux les uns envers les autres, surtout lorsqu'il s'agissait de partager des proies. En observant la forme des yeux sur les fossiles, on pense que les dinosaures se déplaçaient surtout le jour et que seuls les petits dinosaures carnivores, comme le Vélociraptor, étaient actifs pendant la nuit.
Il chassait ces petits mammifères qui cherchaient de la nourriture pendant que les grands dinosaures dormaient. Ces petits mammifères étaient généralement des animaux fouisseurs qui ont survécu au règne des dinosaures et à la période glaciaire en se cachant sous terre. Tous les mammifères ne se cachaient pas des dinosaures. Certaines créatures, comme le Répénomamus, volaient même les œufs des grands dinosaures, ce qui n'était pas facile puisqu'elles devaient éviter la maman dinosaure. Les chercheurs pensent que les dinosaures ont commencé à battre des ailes sur le sol pour courir plus vite afin d'attraper leur proie. C'est ce qui leur aurait progressivement permis d'apprendre à voler, après des milliers d'années d'entraînement bien sûr. Les dinosaures avaient des poils et des plumes, même les premières espèces qui ne volaient pas, comme le gigantesque et effrayant T-Rex velu. Les films mentent, tu ne pourrais pas rester immobile en espérant qu'un T-Rex passe à côté de toi sans te voir. Sa vision était probablement meilleure que celle des rapaces d'aujourd'hui, et il avait un très bon sens de l'odorat. On estime que le T-Rex pouvait courir à 19 km/h, mais qu'il se serait brisé les os s'il courait plus vite. Certaines espèces avaient une queue de plus de 15 mètres de long. Elle les aidait à garder leur équilibre, surtout pour ceux qui couraient sur deux pattes. Les vélociraptors ne ressemblaient pas à ceux que nous voyons dans les films, mais plutôt à des sortes de poulets préhistoriques. Petits, un peu plus gros qu'une dinde, 60 cm de haut. Ils avaient des plumes et des os creux comme ceux des oiseaux, et ils étaient solitaires. Mais ils faisaient partie des dinosaures les plus intelligents, car leur cerveau était très gros par rapport à leur corps. Ils étaient aussi intelligents que nos autruches actuelles. Leur nom signifie « voleur rapide ». Les stégosaures avaient un corps massif, des plaques à pointe et un cerveau minuscule de la taille d'une noix ou d'un citron. Mais au moins, ils avaient un climatiseur intégré. On a découvert que leurs pointes étaient pleines de veines, ce qui favorisait les échanges thermiques et permettait à leur corps de refroidir. Le dimorphodon était un reptile volant de 2,5 mètres d'envergure, doté de dents polyvalentes. Celle de sa mâchoire supérieure était plus longue et plus pointue pour mieux saisir sa nourriture dans l'eau, et celle de la mâchoire inférieure servait à retenir ses proies. Les premières découvertes de fossiles ont eu lieu en Chine il y a 3500 ans. On ne connaissait encore rien des dinosaures, c'est pourquoi on pensait que les dents découvertes appartenaient à des dragons. L'Hadrosaurus avait un bec de canard doté de plus de 1000 dents. Quand elles tombaient, d'autres repoussaient. Les œufs des dinosaures étaient assez gros, certains faisant la taille d'un ballon de plage. Et imagine l'omelette. Le Baryonyx était fan de poissons. Son nom signifie « lourde griffe » et il l'a obtenu grâce aux grosses griffes qu'il utilisait comme des lances pour attraper les poissons. Le Masosaure, également populaire dans les films, n'était pas tout à fait un dinosaure, mais un lézard marin plus proche des varans et des serpents. Il pouvait élargir ses mâchoires comme le font les serpents pour avaler sa nourriture. Il était très rapide grâce à sa nageoire caudale et aux nageoires en forme de palette qu'il avait à la place des bras et des jambes. On pense qu'il avait un faible sens de l'odorat et une mauvaise perception de la profondeur, ce qu'il compensait avec une technique de chasse unique. Il attend que son déjeuner remonte à la surface pour respirer. Grâce aux nouvelles découvertes de fossiles et aux nouvelles technologies, nous en apprenons de plus en plus sur la biologie des dinosaures. Certaines personnes se satisfont parfaitement de savoir que certains d'entre eux étaient immenses, terrifiants et agressifs. Mais pour celles qui veulent en savoir plus, l'utilisation de la biologie comparative, l'analyse des pigments et de nouvelles radiographies puissantes nous ont permis de mieux comprendre des caractéristiques spécifiques comme leur couleur, leurs comportements alimentaires et la forme de leur langue. Oui, la forme de leur langue a été pendant bien longtemps une sorte de mystère. En effet, les parties molles et charnues des dinosaures ne sont pratiquement jamais conservées sous forme de fossiles. Mais grâce à la découverte de quelques vestiges d'os hyoïdes qui sont situés à la racine de la langue, devant le cou, nous en avons désormais un aperçu. La plupart des animaux ont cet os hyoïde qui ancre la langue. La forme et la complexité de l'os déterminent la liberté de mouvement de celle-ci. Les scientifiques ont découvert que presque tous les dinosaures avaient une langue simple, posée à plat, extrêmement similaire à la langue que l'on trouve aujourd'hui dans la gueule d'un crocodile. Jetons un coup d'œil à certains dinosaures spécifiques et commençons par le brachiosaure. La plupart des gens connaissent ce dinosaure à cause de son cou. Tu sais, celui qui pouvait mesurer jusqu'à 9 mètres de long. Bien que son cou soit son trait le plus distinctif, son nom se traduit en fait par « lézard à bras » en grec ancien. Il est de notoriété publique que le brachiosaure était l'un des plus grands dinosaures à avoir jamais vécu.
En moyenne, il atteignait 23 mètres de long et 12 mètres de haut. C'est à peu près la longueur de 2 bus scolaires et la hauteur d'un immeuble de 4 étages, même si aucun de ces objets n'existait à l'époque de ce grand bonhomme. On connaît des fragments d'os de jambes et de vertèbres appartenant à des espèces de dinosaures encore plus grandes, mais ces restes de squelettes sont trop incomplets pour déterminer leur taille exacte. Donc, ce dinosaure a peut-être été le plus grand de tous les temps. Herbivore réputé, Dieu merci, le brachiosaure aurait mangé jusqu'à 400 kg de matière végétale sèche par jour. La majeure partie était constituée de conifères, de ginkgo et de cycas. Cette cible était peut-être difficile à atteindre pour ce dinosaure, car les chercheurs ont appris que ses dents étaient en forme de cuillère et n'étaient pas idéales pour mâcher la nourriture. Cela signifie que la créature aurait avalé la végétation entière, car ses dents étaient adaptées pour la dépouiller des branches, mais pas pour briser de gros morceaux de plantes. Ceci, ainsi que la forme du corps du dinosaure, suggèrent que le brachiosaure aurait préféré se nourrir aussi vite que possible. Les dinosaures comme lui ne se servaient pas toujours de leur capacité à dépouiller des arbres imposants pour manger. Les brachiosaures voyageaient en troupeau, se déplaçant vers l'endroit suivant une fois qu'ils avaient épuisé toute la végétation locale. Et vraiment, toute la végétation locale, pas seulement celle qui pendait haut sur les arbres. Il est probable que la créature complétait son alimentation avec de la végétation à des niveaux plus bas, surtout après s'être occupé de tous les arbres à proximité. Cette méthode d'alimentation était la plus intéressante d'un point de vue énergétique pour ce géant. Les chercheurs estiment qu'en grignotant de la végétation plus basse, les dinosaures économisaient jusqu'à 80% d'énergie par rapport à la recherche de sources de nourriture plus hautes. Ils ont également découvert que les narines du brachiosaure se trouvaient sur l'avant de son visage et non sur le dessus. C'est parce que nous savons maintenant que les troupeaux parcouraient des plaines inondables fertiles. Pendant des décennies, on a pourtant cru que ces créatures vivaient dans de profonds marécages. Examinons une autre idée reçue courante sur un dinosaure bien connu. Voici le fameux Tyrannosaurus rex, qui est sans doute le plus célèbre de tous les dinosaures. Des découvertes faites au cours des 100 dernières années ont révélé que les théropodes avaient une peau fortement emplumée. Les théropodes sont la famille de dinosaures à laquelle appartient le T-Rex, alors naturellement, les gens ont commencé à penser que la créature aurait également été couverte de plumes. Cependant, une étude de 2017 a pris des empreintes de peau du dinosaure emblématique et n'a trouvé aucune trace des structures nécessaires pour supporter des plumes. Si le T-Rex avait eu des plumes, elles auraient été limitées à son dos. Les chercheurs admettent que d'autres grands dinosaures de la même famille que le T-Rex ont été découverts avec leurs restes couverts de plumes. Un exemple de cela pourrait être le dinosaure Eutyrannus. Mais pour l'instant, la théorie acceptée est que les plumes n'étaient pas une caractéristique commune des T-Rex. Il est donc plus tentant de croire que les plumes étaient exclusives aux petits Tyrannosauridae et qu'elles étaient là pour garder la créature au chaud. Pendant longtemps, les chercheurs ont pensé que les plumes étaient une caractéristique exclusive de la famille des théropodes, mais cette théorie a été démontée. Des preuves fossiles découvertes en Sibérie suggèrent désormais que plusieurs groupes familiaux différents de dinosaures avaient des plumes. Les fossiles sibériens en question appartenaient à une autre espèce de dinosaure. Ce dinosaure, que l'on va surnommer Koulinda, avait une structure de bassin similaire à celle d'un oiseau et mesurait environ 1,20 m de long, soit à peu près la taille d'un réfrigérateur. Comme les plumes des dinosaures servaient à les réchauffer, il est tout à fait possible que les dinosaures des climats froids aient eu plus de plumes que leurs homologues des climats chauds. En général, les animaux plus grands ont moins de mal à rester au frais. Il est donc probable que les grands dinosaures qui vivaient dans ces climats chauds n'avaient pas de plumes du tout. Les dinosaures plus petits qui vivaient dans des climats froids, au contraire, avaient beaucoup de plumes. Nous savons même désormais à quoi ressemblaient certains des dessins et motifs de ces plumes sur les dinosaures, grâce à la découverte d'un ornithomimus complet avec des empreintes de plumes et de peau. Le nom de ce dinosaure est dérivé du grec et se traduit en fait par « imitateur d'oiseaux ». Il mesurait en moyenne 3,30 m de long, presque autant qu'une girafe, et bien qu'il ait été omnivore, il n'avait pas de dents. Ses autres caractéristiques distinctives comprenaient 3 doigts qui étaient tous de la même taille, et malgré son crâne aux os fins, il avait aussi de grandes cavités cérébrales. Ses jambes étaient extrêmement longues, en particulier les os de ses pieds.
Si l'on ajoute à cela son bec édenté et son long cou, on peut dire qu'il ressemblait beaucoup à une autruche. Bien qu'il n'ait pas été aussi grand que le brachiosaure ou les autres dinosaures en général, il était plus grand que n'importe quel autre oiseau au monde. Et ce ne sont pas seulement les membres de l'Ornithomimus qui le faisaient ressembler à une autruche. Il avait aussi des motifs de plumes très similaires. Sa tête, son cou et le bas de ses pattes étaient pour la plupart dépourvus de plumes, mais le reste de son corps était bien recouvert d'un plumage duveteux. C'est ainsi que l'on appelle la couche de plumes d'un oiseau dans son ensemble. Il est possible, tout comme l'autruche, que le dinosaure ait utilisé ce plumage inhabituel pour réguler sa température corporelle. Bien que certains dinosaures aient possédé des plumes comme les oiseaux, en plus d'être leurs cousins éloignés, ils n'avaient toutefois pas le type de plumes nécessaires au vol pendant la majeure partie de leur existence sur Terre. Les plumes trouvées dans des empreintes fossiles ou conservées dans l'ambre ont permis aux chercheurs de mieux comprendre pourquoi ces créatures n'étaient pas très aérodynamiques. La structure de ces plumes semble être très simple, avec une tige centrale mal définie et flexible. Ces plumes auraient mieux servi à n'importe quel dinosaure comme accessoire de mode, car elles auraient permis d'attirer l'attention des autres dinosaures. Ces plumes auraient également eu la capacité de réguler la température du corps. Tu es surpris d'apprendre que les dinosaures avaient des plumes semblables à celles des autruches? Attends de savoir que leur lointain cousin reptile avait quelque chose qui ressemblait à de la fourrure. Voici le ptérosaure. Son nom est dérivé du grec ancien et se traduit par « lézard ailé ». Tout comme les dinosaures, on pensait initialement qu'il avait une peau écailleuse ou coriace sur tout le corps. Mais au cours du XXe siècle, des examens de fossiles ont révélé que de nombreuses parties du corps du ptérosaure étaient couvertes de fourrure. L'envergure de ses ailes pouvait atteindre plus de 7 mètres, soit à peu près la longueur d'un bus londonien. Sa mâchoire édentée était très longue et ressemblait à celle d'un pélican. Comment quelque chose qui ressemble à un pélican peut-il être aussi terrifiant? Cette créature était recouverte de pycnofibres. Il s'agit de structures simples dont la composition ressemblait à celle d'une plume, mais qui ressemblaient à des brins de fourrure. D'autres recherches suggèrent que certaines parties du corps du ptérosaure avaient des sortes de plumes plus complexes avec des brins ramifiés. Si cela est exact, ce serait la première fois que l'on trouve des plumes sur un animal qui n'est ni un dinosaure ni un oiseau. Le problème avec l'astéroïde qui a anéanti les dinosaures, ce n'est pas vraiment l'astéroïde en soi, mais plutôt le lieu de l'impact. Ce caillou de l'espace a vraiment choisi le mauvais endroit pour percuter la Terre. L'angle de l'impact était aussi mal choisi. S'il s'était écrasé à la verticale, il y aurait eu moins de dégâts. Mais l'impact avec un tel angle a soulevé d'énormes quantités de poussière dans les airs. Après le désastre, des tonnes de suie ont pris feu. Il y a 65 millions d'années, seulement 13% de la surface de la Terre contenait assez de soufre et de pétrole pour former de grandes quantités de suie. Si l'astéroïde était tombé sur les 87% restants du territoire terrestre, les dinosaures existeraient probablement encore aujourd'hui. Mais il a impacté le pire endroit possible et soulevé 1 million de tonnes de matière inflammable dans l'air. Un nuage de particules incandescentes a empli le ciel et s'est déplacé au-dessus de la surface terrestre. Puis ces particules se sont posées au sol et ont déclenché de très nombreux incendies. En brûlant, les arbres ont libéré encore plus de suie. Mais l'astéroïde n'a pas seulement impacté une surface rocheuse, il est tombé sur la côte dans un lieu où le fond marin était riche en sulfate. Un incendie s'est déclenché suite à l'impact, ce qui a libéré de l'acide sulfurique dans l'atmosphère. L'air est devenu toxique. Les dinosaures n'avaient aucune chance. Imaginons maintenant que l'astéroïde se soit écrasé à un autre endroit, au milieu de l'océan par exemple. Des vagues géantes auraient inondé une partie de la surface terrestre, mais la plupart des dinosaures auraient survécu. Encore mieux, l'astéroïde aurait pu s'écraser quelque part dans le désert en créant un cratère géant. Et c'est tout. Les quelques dinosaures qui passaient par là n'auraient bien évidemment pas survécu, mais la situation n'aurait pas été si catastrophique. Bon, mettons que les lézards géants soient toujours les animaux dominants sur notre planète. Ils empêchent les autres animaux de se développer, puisque les tyrannosaures et autres reptiles féroces chassent les mammouths et autres créatures. La population de mammifères décline. Les vélociraptors se battent contre les tigres à dents de sabre et les ours pour leur territoire. C'est une bataille pour la survie qui commence entre les dinosaures et les autres animaux. Puis arrive l'âge de glace.
certains reptiles ne survivent pas. De nouveaux acteurs entrent en scène. Les premiers ancêtres des humains. Difficile de cohabiter avec les dinosaures. Ils attaquent les campements et les grottes. Les ancêtres des humains doivent construire des murs pour se protéger. Au passage, le tyrannosaure n'est pas si dangereux que ça pour l'être humain, contrairement à ce que tu crois. De récentes recherches ont montré que beaucoup de proies réussiraient à fuir devant ce prédateur. Oui, dans les films, il rattrape des voitures sans aucun problème. Mais dans la réalité, il ne ferait pas si peur. Les paléontologues et les biologistes ont analysé les os du tyrannosaure et ont découvert qu'il ne pouvait pas courir bien vite. Le maximum de sa vitesse correspond à la moitié de celle d'un athlète. Des milliers d'années passent et les gens ont appris à vivre avec les dinosaures. Ils ont même réussi à apprivoiser certains gros lézards. Ils ont domestiqué les dinosaures herbivores pour développer l'agriculture. Les tricératops et les taureaux labourent les champs ensemble. Imagine des fermes pleines de diplodocus et de brachiosaures. Les gens grimpent sur leurs longs coups et cueillent les fruits des branches les plus hautes. Les stégosaures protègent les troupeaux des loups et des vélociraptors. Les dinosaures à carapace, comme les ankylosaures, aident les humains à traverser les déserts. Ils portent de lourdes charges, comme les chameaux et les ânes. Les humains partagent la planète avec ces grands lézards et vivent en harmonie. La situation est bien différente dans les océans et les mers. Les reptiles aquatiques attaquent les navires faits de bois et attrapent tout le poisson. Imagine que tu sois en train de naviguer vers un autre continent dans un navire plein de céréales, de tissus, de fourrures et d'autres biens. Tout à coup, un mosasaure géant apparaît à l'horizon. C'est l'un des dinosaures aquatiques les plus puissants. À côté, un requin blanc ressemble à une sardine. Cette créature pourrait facilement battre un mégalodon. Tu le croises donc en pleine mer. Il mord la coque du navire et le tire sous l'eau. Les dinosaures aquatiques sont le principal obstacle à la communication entre les continents. Par conséquent, le progrès est ralenti de quelques centaines d'années. Les humains commencent à construire des navires en métal et parviennent à créer des liaisons maritimes. Un problème similaire se présente avec les premiers avions. Imagine que tu sois à bord d'un Boeing. Tu regardes par le hublot et tu vois un ptérodactyle. Ah non, c'est impossible! Ces lézards ailés ne sont pas assez rapides. Mais ils peuvent rattraper les hélicoptères ou les vieux biplans. C'est une vraie menace pour les avions. Les gens décident donc d'installer des systèmes de protection sonore à bord. Les ptérodactyles entendent un ultrason de loin et s'enfuient. Les gens équipent les sous-marins et les navires avec ce même système à ultrasons. Les humains ont compris comment se défendre. Mais un autre problème se présente. Ces lézards sont les rois de la faune et ils pourchassent toutes les autres espèces animales. Les dinosaures traversent la savane africaine et des lézards à fourrure vivent dans les forêts en hiver. Les lions, les loups et les ours ne sont plus au sommet de la chaîne alimentaire. Les rhinocéros se battent contre les Parasaurolophus. Les stégosaures attaquent les hippopotames et envahissent leur territoire. Les jungles sont peuplées de dinosaures venimeux qui peuvent grimper aux arbres et chasser les singes. Imagine un singe reptilien qui saute d'un arbre à l'autre. Pour sauver les animaux normaux de l'extinction, les humains doivent tenir sous contrôle les populations de reptiles prédateurs. Ils créent alors des réserves et des parcs naturels partout dans le monde pour accueillir ces reptiles et les séparer des autres animaux. Les dinosaures sont désormais sous contrôle. Les grands reptiles ne représentent plus un danger et les humains commencent à élever des petits dinosaures inoffensifs. Certains veulent des caméléons chez eux, d'autres préfèrent les Microceratus. Des expositions de dinosaures sont organisées. Les gens promènent leurs dinosaures comme si c'était des chiens. Les gens font des selfies avec leurs reptiles. Ils vont faire du shopping et se rendent au café. Les dinosaures sont devenus la norme. Ils sont presque mignons. Les humains vont à cheval, à dos de chameau, mais aussi à dos de Pasaurolophus et de Pachycéphalosaures. Ils ont aussi essayé d'apprivoiser les vélociraptors, mais n'ont pas réussi. Ce sont des reptiles dangereux et ils ne sont pas capables d'obéir. Il est aussi difficile d'apprivoiser un vélociraptor qu'un alligator. Malgré tout, les chiens et les chats sont encore plus populaires car ils sont plus intelligents. Le cerveau d'un dinosaure fait presque la taille du cerveau d'une poule. Mais qui sait, s'ils avaient survécu jusqu'à aujourd'hui, ils auraient peut-être évolué et seraient devenus plus intelligents. Ça aurait été un vrai problème pour les humains. Certains chercheurs pensent que les dinosaures n'auraient quand même pas survécu, même sans météorite.
ils devaient supporter leur poids colossal. C'était beaucoup trop lourd pour leurs os et leurs articulations. Ils n'auraient pas survécu à l'âge de glace avec ces caractéristiques. Mais les plus petits lézards auraient peut-être survécu. Les dinosaures rapides et agiles comme les vélociraptors et les pachycéphalosaures auraient survécu. Mais sous quelle forme? Est-ce que les dinosaures ont évolué en quelque chose que l'on connaît déjà? Prenons de bonnes vieilles poules par exemple. De nombreux chercheurs pensent qu'elles descendent directement du formidable tyrannosaure. Cet oiseau a des gènes en commun avec le dinosaure. Ouais, difficile à croire. Mais observe le corps et la démarche d'une poule. Enlève-lui ses plumes, recouvre-la d'écailles et mets-lui une mâchoire dentée au lieu d'un bec. Voilà un mini T-Rex. Il n'y a pas que les poules qui descendent des dinosaures. Beaucoup d'oiseaux sont les descendants directs des dinosaures. C'est étonnant, mais les alligators, les serpents, les crocodiles et les varans ne sont pas aussi proches de leurs ancêtres dinosaures que les pélicans, les cigognes et autres créatures volantes. Après des millions d'années d'évolution, les pattes des dinosaures se sont transformées en ailes et les mâchoires allongées se sont transformées en bec. La génétique des oiseaux permet de comprendre les dinosaures. Les pélicans ressemblent à des ptérodactyles et les autruches à des vélociraptors. Il existe probablement d'autres animaux qui ont des gènes en commun avec nos gros lézards. Si cette météorite ne s'était pas écrasée sur Terre, tous les dinosaures auraient évolué en créatures complètement différentes et inattendues. Les chercheurs veulent étudier attentivement l'ADN des oiseaux et essayer de remonter l'évolution grâce à l'ingénierie génétique. Ils espèrent pouvoir faire naître des dinosaures un jour. Pour ce faire, ils doivent trouver un génome spécifique qui est resté inchangé pendant des dizaines de millions d'années. Ce génome se cache dans l'ADN et il n'est pas si facile de le trouver et de l'extraire. Tu crois qu'en 2050, on verra naître des dinosaures ? De grands troupeaux de dinosaures courent dans la forêt. La température augmente rapidement et tout ce qui se trouve derrière eux commence à prendre feu. Certains dinosaures se retrouvent coincés dans des marécages et ne peuvent en sortir. Des ptérodactyles volent au-dessus de leur tête alors qu'ils tentent d'éviter la déflagration qui va bientôt recouvrir la Terre. Cet événement s'est produit il y a environ 66 millions d'années. Il a anéanti presque tous les êtres vivants sur Terre. Les oiseaux et les dinosaures volants sont les seuls à avoir survécu à la plus grande extinction de tous les temps. Et ne me reproche rien, je n'étais pas là à l'époque. Descendons le long de l'arbre de l'évolution pour voir le premier oiseau du monde, l'Archéoptérix. Il avait la taille d'un corbeau de notre époque, mais ressemblait à un petit dinosaure avec des plumes. Il avait de nombreuses petites dents coniques, presque comme les alligators. C'est parce que l'Archéoptérix était plus proche des reptiles que des oiseaux. Cependant, son cerveau était 3 fois plus grand que celui de ces reptiles. Bien qu'il ait eu des ailes avec des plumes, il pouvait difficilement voler comme les oiseaux modernes. Les articulations de ses épaules ne lui permettaient pas de soulever ses ailes au-dessus de son dos. Donc, il ne pouvait pas faire un battement d'ailes complet. Le plus probable est qu'Archéoptérix était capable de vol plané avec de petits battements d'ailes. L'évolution a ensuite mené à des espèces plus évoluées, capables de voler complètement. Les ptérodactyles. Ces animaux n'avaient pas de plumes, mais des membranes faites de peau et de muscles. L'envergure de leurs ailes était à peu près de la longueur d'une jambe humaine. Ils pouvaient voler parfaitement et attraper des poissons et des petits animaux. Bien que les dinosaures qui volaient pouvaient facilement distancer les prédateurs terrestres, comme les vélociraptors et les T-Rex, la plupart d'entre eux n'ont pas survécu à l'impact d'une météorite géante. Examinons cet événement étape par étape pour voir comment ils sont arrivés à notre époque. 10 minutes avant le choc de la météorite. Un énorme rocher de la taille de l'île de Manhattan se déplace vers la Terre dans l'espace. Il pèse 460 trillions de tonnes. C'est comme 3 trillions de baleines bleues, les mammifères les plus lourds qui aient jamais vécu sur Terre. Et il s'approche de notre planète à 19 km par seconde. À cette vitesse, il pourrait traverser l'océan Atlantique en seulement 4,5 minutes. C'est 2 fois plus rapide que la vitesse à laquelle nos vaisseaux spatiaux modernes peuvent voler. 5 secondes avant le crash de la météorite. Oh, ça devient tendu. La force gravitationnelle de la Terre continue d'attirer cette météorite géante. Elle fait un trou dans notre atmosphère et crée un bruit sec si fort que l'on peut l'entendre de l'autre côté de la Terre. Tous les animaux de notre planète se réveillent en panique. Ils lèvent la tête et voient un énorme rocher qui commence à brûler dans l'air. De plus petits fragments commencent à se détacher de la météorite principale. Ce feu est si brillant qu'il éclaire presque comme le soleil. Les dinosaures volants et autres ancêtres des oiseaux modernes sont les premiers à sentir le danger. Ils se dirigent vers le ciel et essaient de s'éloigner le plus possible du lieu de l'impact pour sauver leur vie.
Le moment de l'impact. La masse colossale et la vitesse de la météorite lui confèrent une énorme quantité d'énergie. Dès qu'elle touche la Terre, elle provoque une explosion de 150 trillions de tonnes de TNT. L'onde de choc arrache littéralement des morceaux de notre planète et les projette en l'air. Un énorme mur d'énergie commence à se déplacer du point d'impact dans toutes les directions. Il arrache les arbres avec leurs racines et les pousse au sol comme des dominos. L'onde de choc entoure complètement notre planète. Cette énergie se transforme en chaleur. Tout ce qui se trouve autour du site de l'impact commence à s'enflammer. Les jungles vertes et les arbres se transforment en charbons ardents en quelques secondes. Le sol et les rochers s'évaporent tout simplement. La collision a provoqué un énorme tremblement de terre. Certains dinosaures sont peut-être tombés dans les fissures apparues dans le sol. Un fort tremblement de terre a provoqué un tsunami avec des vagues plus hautes que l'Empire State Building. Les dinosaures qui n'étaient pas piégés dans les forêts en feu ont été emportés par les énormes vagues. Les dinosaures d'Amérique du Nord tentent de s'échapper en courant vers le nord. Mais le raz-de-marée les rattrape inévitablement. Les dinosaures volants n'ont aucun problème avec les tremblements de terre ou les tsunamis. Ils volent assez haut pour éviter les vagues géantes, mais ils devront faire face à la chute continue de débris de météorites. 5 minutes après le crash de la météorite, une pluie de météorites composée de fragments de rochers géants continue de tomber sur la Terre. Certaines météorites ont la taille d'une voiture, d'autres ressemblent plutôt à un grand bâtiment. Des cendres et de la poussière s'élèvent dans l'air. Leur température est si élevée qu'elles fondent et se transforment en lave liquide, puis retombent sur Terre, provoquant de nouveaux incendies. Les pluies de météores posent également des problèmes aux dinosaures volants. Ils doivent manœuvrer et esquiver les roches chauffées à blanc qui tombent. Les températures élevées sont un énorme problème pour eux, car elles peuvent leur faire perdre leurs plumes. Et sans plumes, ils ne sont pas capables de voler. 10 heures après le crash de la météorite. Pendant tout ce temps, les dinosaures n'ont cessé de courir vers le nord. Ils se sont retrouvés dans un territoire inconnu avec de nombreux marécages. Les dinosaures géants, comme les T-Rex, ont des jambes aussi longues que la taille d'un humain adulte. Ils ont une chance de passer à travers ce terrain, mais s'ils tombaient, ils ne pourraient jamais se relever. Les dinosaures plus petits, comme le Triceratops, avaient des jambes courtes, et eux ne pouvaient pas traverser ces marécages denses. 1 mois après le crash de la météorite, 15 trillions de tonnes de cendres ont été éjectées dans notre atmosphère. Un nuage géant a bloqué le soleil et la Terre a été plongée dans l'obscurité totale. Les plantes survivantes n'ont pas pu se nourrir de l'énergie du soleil et ont cessé de produire de l'oxygène. Les dinosaures qui ont survécu peuvent à peine respirer à cause du manque d'air et de la grande quantité de poussière. Le manque de soleil dans le ciel a fait disparaître le phytoplancton. De nombreux animaux marins se sont retrouvés sans leur seule ressource de nourriture. La poussière et les cendres dans l'atmosphère empêchent notre planète de recevoir la chaleur du soleil et la température commence à baisser. L'endroit où est tombée la météorite était riche en soufre. Cet acide toxique s'est évaporé au moment de l'impact et a formé des nuages. Il y a maintenant des pluies acides sur la Terre. Les dinosaures volants doivent maintenant se cacher de ces pluies. Ils doivent rester dans des grottes et ne peuvent pas sortir pour trouver de la nourriture. Jusqu'à présent, un grand nombre de dinosaures terrestres et volants ont survécu. Ils sortent pour voir les conséquences de la catastrophe. Le site de l'impact se trouve dans l'actuel Mexique, dans la péninsule du Yucatan. Le cratère de Chicxulub est situé ici. Il fait environ 150 km de large, comme la moitié de tout le lac Michigan, et il est profond de 19 km. Tu pourrais y plonger tout le mont Everest, et il resterait 10 km d'espace disponible. Ce n'est pas l'impact lui-même qui a fait disparaître les dinosaures, mais la faim. Le feu a détruit la plupart des plantes que les dinosaures herbivores mangeaient. Sans nourriture, leur nombre a diminué rapidement. Les dinosaures prédateurs n'avaient rien à manger non plus. Les pluies acides et la disparition du phytoplancton ont menacé toute la vie marine. Même si les oiseaux étaient parvenus à éviter le souffle de l'explosion et le tsunami, ils manquaient eux aussi de nourriture. Environ 80% des oiseaux n'ont pas survécu à l'extinction. Le problème est que toutes les forêts de la Terre ont été détruites. Or, la plupart des oiseaux nichent et vivent dans les arbres. En outre, les forêts étaient toujours pleines de nourriture, de toutes sortes de fourmis et de termites, aux insectes volants et aux petites souris. Seules les espèces qui vivaient sur le sol et pouvaient voler ont donc survécu. Il est très probable qu'elles se nourrissaient des graines des petites plantes survivantes. Cette habitude a fait que les dinosaures volants ont perdu leurs dents au cours de l'évolution. Au lieu d'avoir des mâchoires avec un tas de dents pointues, ils ont obtenu de longs becs pour attraper de minuscules graines sur le sol. Même si la Terre semble alors être un endroit terrible pour vivre, les oiseaux ont connu un boom évolutif. Ils ont dû parcourir de longues distances à la recherche de nourriture.
Leurs ailes sont devenues plus fortes, ils se sentent également à l'abri des prédateurs qui les considéraient auparavant comme de la nourriture. Aucun T-Rex ne peut plus désormais surprendre un oiseau en plein sommeil. Environ 1000 ans après la collision, les premières forêts denses sont réapparues. Cela a donné un autre grand coup de pouce à l'évolution. 1 million d'années plus tard, des forêts pleines de nourriture sont peuplées par les ancêtres des oiseaux-souris actuels. Et 65 millions d'années plus tard, à l'époque moderne, nous avons environ 10 000 espèces d'oiseaux. Pigeons, corbeaux, aigles et faucons, même les pingouins, ce sont tous des descendants des dinosaures. Mais il y a eu d'autres survivants. Certains ancêtres des alligators et des crocodiles ont pu s'adapter à des conditions changeantes. Environ 80% des espèces de tortues ont réussi à survivre à cette gigantesque extinction. Et leurs descendants vivent aujourd'hui parmi nous. Les serpents et les lézards ont également été capables de survivre à ces temps difficiles dans leur terrier. Même certains mammifères, comme les monotrèmes, ont survécu. Cet animal de la taille d'un hérisson a pu continuer à évoluer. Plusieurs millions d'années plus tard, ces mammifères ont évolué en primates qui ont ensuite donné naissance à l'homme moderne. Et beaucoup plus tard est apparu l'iPhone. Ton vaisseau spatial vole à travers l'espace à 99,9% de la vitesse de la lumière. Les étoiles se transforment en traînées brillantes. L'espace infini s'est rétréci en un tunnel. Un flash lumineux apparaît devant toi et... boum! Le vaisseau spatial est éjecté du tunnel comme un bouchon d'une bouteille. Tu vois l'ancienne planète Terre. L'ordinateur t'indique que tu es revenu 70 millions d'années en arrière. Tu es un paléontologue du futur qui a voyagé dans le temps dans un seul but. Voir de tes propres yeux le dinosaure le plus méconnu de l'histoire. Tu es descendu sur Terre et tu te promènes dans la jungle. Soudain, tu entends un puissant rugissement. Un dinosaure sort des arbres. Il fait plus de 2 fois ta taille et pèse autant que 4 voitures. Les scientifiques n'ont trouvé que 2 énormes bras restants de ce dinosaure. Pendant 60 ans, le Deinocheirus a été un grand mystère de la paléontologie. Désormais, nous pouvons voir cette créature dans son intégralité. Ils ont réussi à trouver un ensemble complet de fossiles en Mongolie. Traduit du latin, le nom de ce dinosaure signifie « terrible main ». Apparemment, il n'était pas très doué pour le poker. Deinocheirus est un cocktail animal que la nature a préparé pour te faire à la fois hurler et rire. Examinons-le du point de vue de l'évolution. Tout d'abord, prenons le T-Rex. Deinocheirus et le roi des dinosaures ont à peu près la même taille. Du T-Rex, nous ne garderons que les puissantes pattes arrière et la longue queue. Au lieu des petits membres antérieurs, nous ajouterons de puissants bras de 2,4 mètres de long. Et n'oublions pas les doigts munis de griffes acérées comme des rasoirs. Chaque griffe est aussi longue qu'un couteau de cuisine. Ensuite, ajoutons une bosse comme celle d'un chameau, un cou comme celui d'une autruche et une tête de cheval. Et au lieu d'une bouche dentée, mettons un bec de canard. Maintenant, notre Deinocheirus est prêt. Il a aussi des griffes longues et pointues au bout de ses pieds plats. Ses larges semelles l'aidaient à marcher au fond des rivières et à ne pas s'enfoncer dans le limon. La plupart des scientifiques pensent qu'il était aussi couvert de plumes. Les plantes étaient le plat principal du régime de ce dinosaure, et pour digérer la nourriture végétale, Deinocheirus avalait des pierres. De nombreux oiseaux modernes font de même. Des pierres dans l'estomac broient les fibres végétales coriaces. Dans l'un des Deinocheirus, les scientifiques en ont trouvé pas moins de 1400. Oui, ce dinosaure avait un énorme ventre, ce qui le ralentissait beaucoup. En vertu de sa taille, Deinocheirus avait une espérance de vie élevée, 75 à 300 ans environ. Dans un morceau d'ambre vieux de 100 millions d'années, on a trouvé des os étranges. Ils appartiennent aux plus petits dinosaures connus de toute la science. Prends 2 billets de banque dans ton portefeuille. Ce dinosaure pesait à peu près le même poids. Il avait la taille d'un colibri moderne. Les scientifiques ne savent pas à quoi ce minuscule dinosaure ressemblait le plus, un lézard ou un oiseau. Mais ils sont presque sûrs qu'il pouvait voler et qu'il chassait des insectes. Ses plus de 100 dents pointues le confirment. Que se passe-t-il lorsque tu croises un poulet et un crocodile? Tu obtiens un vilain dinosaure du nom de Hesperonychus. Il était petit, mais plutôt féroce. Il vivait en Amérique du Nord et chassait probablement des mammifères. Il ne pesait que 2 kilos et était couvert de plumes comme un poulet. Si le paresseux était un dinosaure, il ressemblerait au lézard de Suzhou. Ce dernier se déplaçait sur 2 jambes, était aussi grand qu'une girafe moderne, mais pesait 3 fois plus. Le lézard de Suzhou avait des plumes sur le corps et son long cou l'aidait à regarder dans toutes les directions. Dans l'ensemble, la queue de ce dinosaure le faisait ressembler à un rat géant sur 2 pattes.
Lorsque les scientifiques ont vu pour la première fois les fossiles de cet animal, ils n'ont pas cru qu'il était réel. Le Haltzcaraptor ressemble à un hybride entre un vélociraptor et une autruche, mais ce dinosaure avait la taille d'une noix. Les solides membres postérieurs de la créature confirment qu'il pouvait marcher sur la terre ferme. Le dinosaure chassait des poissons, plongeant sous l'eau pour trouver ses proies. Nous sommes habitués à ce que les animaux volants aient 2 ailes, mais l'évolution aime jouer avec les règles. Le Microraptor avait 4 ailes. De solides plumes étaient attachées à chacune d'elles. Ce dinosaure ne pesait pas plus de 900 grammes. Ses plumes étaient noires et brillantes comme celles d'un corbeau. Il n'y a aujourd'hui aucun oiseau sur la planète qui possède 4 ailes. Cela signifie qu'il a évolué à partir de dinosaures à 2 ailes. Microraptor était une branche de l'évolution sans issue qui n'a donné naissance à aucune nouvelle espèce d'animaux. Il semble que le suivant soit encore bien difficile à prononcer, mais essayons. Tanistrophéus semble avoir été conçu pour un dessin animé, mais il a vraiment existé et vivait dans l'eau. Il pesait 135 kg et mesurait 6 mètres de long. La moitié de son corps était un cou flexible de la taille d'un anaconda vert. Les scientifiques ne savent pas pourquoi la créature avait un si long cou. Il est fort probable que le dinosaure l'utilisait pour attraper des poissons ou pour jouer à la corde à sauter avec ses copains. Mettons qu'il y a 66 millions d'années, un astéroïde ne se soit pas écrasé sur notre planète. Les dinosaures n'ont pas disparu et les mammifères n'ont pas réussi à dominer la Terre. Cela signifie que les primates n'ont pas évolué et sont restés dans les arbres. Qui aurait pris la place des primates dans un tel monde? De nombreux scientifiques pensent que cela aurait pu être le Troodon. Ce dinosaure avait le plus gros cerveau par rapport à la taille de son corps. Il marchait sur 2 jambes et faisait à peu près la taille d'un humain. Hypothétiquement, Troodon aurait pu évoluer et devenir aussi intelligent que nous, les humains, le sommes aujourd'hui. Au fait, le plus petit cerveau par rapport à la taille du corps appartient au stégosaure. C'était le plus grand des dinosaures à armure. C'était un mangeur de plantes, mais sa queue puissante et ses pointes acérées étaient redoutées par tous les chasseurs de l'époque. Le stégosaure pesait près de 4 tonnes, mais son cerveau n'était pas beaucoup plus gros qu'un hot dog. Pegomastax n'était pas plus gros qu'un chat domestique et il courait librement en Afrique il y a 100 à 200 millions d'années. Imagine un lézard bipède qui ressemble à un perroquet. Pegomastax était couvert à la fois de plumes et de piquants semblables à ceux du porc-épic. Il avait un bec, mais 2 crocs acérés sortaient de sa mâchoire inférieure. Pourtant, l'apparence effrayante de la créature est trompeuse. Le dinosaure courait vite et pouvait mordre fort, mais c'était tout de même un paisible mangeur de plantes. L'Inenicus vivait il y a 80 millions d'années. Il ressemblait à une autruche qui pesait autant qu'un perroquet de taille moyenne. Il pouvait courir rapidement et chassait les insectes. Au lieu de bras, ce dinosaure a développé 2 petits doigts avec des griffes à leurs extrémités. C'est le seul dinosaure à un doigt connu de la science. Cette étrange créature était l'un des ancêtres des oiseaux modernes. Geolopterus était un dinosaure volant semblant sorti tout droit d'un film de science-fiction. Il ressemblait à un chat avec des ailes de chauve-souris. La créature se nourrissait d'insectes, mais il existe une autre théorie selon laquelle elle aurait pu se nourrir comme un moustique. Elle se posait sur le dos de grands dinosaures et perçait leur épaisse peau avec des crocs acérés. Voici une licorne de conte de fées. Elle est belle, gracieuse et aussi blanche que la neige. Et voici le lézard de King Dao, le prototype réel du fameux cheval à cornes. Une corne osseuse de plus de 40 cm de long poussait sur sa tête. La corne l'aidait peut-être à flotter dans l'eau, à attirer des partenaires ou à émettre différents sons. Quoi qu'il en soit, la licorne des contes de fées est clairement plus jolie que cette créature préhistorique. Notre spécimen suivant ressemblait à un croisement entre un lézard et un tigre. Imagine un animal qui pèse autant que 5 sangliers et soit aussi long qu'une berline. Des membres avec des griffes acérées, des crocs semblables à ceux d'un tigre à dents de sabre et des mâchoires puissantes. C'était l'un des animaux les plus dangereux à parcourir la planète Terre. Il occupait une niche évolutive qui comprend aujourd'hui les lions, les tigres et autres grands félins. Epidexipteryx était un petit dinosaure de la taille d'un pigeon. Il ne pouvait pas voler, mais c'était l'un des premiers dinosaures à avoir des plumes. Elles étaient cependant différentes de celles des oiseaux modernes. Elles n'étaient pas divisées en brins séparés, mais étaient entières et ressemblaient à des feuilles. Ce grand gaillard n'est pas seulement connu pour son apparence étrange et sa taille. Même s'il était aussi grand qu'un immeuble de 5 étages et pesait autant qu'un éléphant, il était surtout réputé pour avoir les plus grandes griffes de la planète. C'était vraiment un cauchemar pour les manucures. Des ongles de 60 cm de long dépassaient de ses doigts.
Malgré ses terribles appendices, il consommait exclusivement des aliments végétaux qu'il mâchait avec ses petites dents. Ces énormes griffes étaient nécessaires pour arracher les feuilles des grands arbres. Voici maintenant le plus grand animal qui ait jamais volé dans le ciel terrestre, Quetzalcoatlus. Imagine une créature dont l'envergure est presque aussi large qu'un terrain de basket. Pour s'élever dans les airs, il fallait qu'il soit léger, il ne pesait donc que le poids d'un cochon moderne. Et ses ailes ressemblaient à une fine membrane. Elles s'étendaient du bas de ses pattes jusqu'à ses doigts allongés. Les artistes représentent souvent cette créature couverte de plumes, mais son corps était en fait recouvert de fibres similaires aux cheveux humains et aux poils d'animaux. Acrotolus était un dinosaure original qui portait une casquette en os dur. Non, pas une casquette de baseball. Cette créature avait la taille d'un Golden Retriever, mais elle était loin d'être aussi sympathique. Elle ne courait pas après les bâtons. Au contraire, elle courait et enfonçait sa tête dure dans un rival de la même espèce ou dans un prédateur. Boum! Une explosion d'ondes supersoniques, de chaleur interplanétaire, de poussière, de fumée. L'atmosphère terrestre a été envahie par un rocher cosmique de la taille de l'Everest. Il y a quelques secondes, ce rocher pesant des trillions de tonnes fonçait vers la Terre. Il pourrait voler de New York à l'Alaska plus vite que tu ne peux faire cuire une omelette. Le nom de ce monstre? L'incident de Chicxulub. Un nom à la hauteur de l'événement, n'est-ce pas? Il y a 66 millions d'années, il s'est écrasé sur la Terre. À l'époque, les dinosaures régnaient sur la planète. Mais plus pour très longtemps. Cette collision épique a eu lieu sur le territoire de l'actuel Mexique, dans la péninsule du Yucatan, tout près de Cancun, où les dinosaures passaient leurs vacances. Ou pas. Toujours est-il que l'énorme roche spatiale a frappé l'océan. Mais même l'énorme volume d'eau n'a pas pu empêcher l'inévitable. La collision a provoqué la libération d'une énorme quantité d'énergie. L'horreur à l'échelle planétaire avait commencé. Imagine un mini-soleil embrassant la surface de la Terre, avec des tsunamis de la hauteur de la Statue de la Liberté jaillissant de l'épicentre de l'impact. Pas génial. L'explosion a soufflé à travers la surface de la Terre. Elle était aussi chaude qu'un four et a tout brûlé sur son passage. L'impact a provoqué un tremblement de terre colossal et une activité volcanique intense. Un tas de volcans ont simultanément libéré de la lave chaude et des cendres dans les cieux préhistoriques. Des millions de tonnes de cendres et de suie ont empoisonné l'air. Cela a formé un énorme nuage dans l'atmosphère qui a bloqué les rayons du soleil pendant plusieurs années. L'hiver le plus long avait commencé, seulement ce n'était pas de la neige qui tombait du ciel, mais de la pluie faite d'acide sulfurique. Oui, l'incident de Chicxulub pourrait bien être la chose la plus importante qui soit arrivée dans l'histoire de notre planète. Plus importante que YouTube. À l'époque, il y avait beaucoup d'éruptions volcaniques, beaucoup d'oxygène inflammable dans l'atmosphère, des changements de température constants. C'était le moment idéal, ou le pire, pour que tout cela se produise. Mais comment pouvons-nous être si sûrs de tout cela? L'astéroïde a creusé un cratère absolument énorme sur la surface de la planète. Aujourd'hui, cette cicatrice est cachée sous le golfe du Mexique. Les scientifiques ont trouvé beaucoup d'endroits sur Terre avec des niveaux anormalement élevés d'iridium. Ce métal est très rare sur Terre, mais il se trouve dans beaucoup d'astéroïdes que les scientifiques ont examinés. Ils ont étudié quelques roches vieilles de 66 millions d'années. Dans les couches de roches, ils ont trouvé de la poussière, la même qui provient des astéroïdes. Cela n'aurait pu se produire qu'avec un énorme astéroïde s'écrasant sur la Terre. La catastrophe a entraîné l'extinction non seulement des dinosaures, mais aussi de l'astéroïde lui-même. Il faisait si chaud au point d'impact qu'une partie de l'astéroïde a tout simplement disparu. Une grande quantité de vapeur d'eau et de dioxyde de carbone a été projetée dans l'atmosphère. Mais le plus gros problème? Le soufre. Il a été soulevé par l'impact de l'astéroïde et s'est envolé dans les airs. Ces minuscules particules de soufre ont bloqué une grande partie des rayons du soleil. Sans le soleil, beaucoup de plantes ont disparu et le climat a fini par se refroidir. L'immense chaleur a transformé les pierres en verre. Les scientifiques appellent ces choses des tectites. L'énergie de l'impact les a projetées dans les cieux. Après un court vol, les tectites sont retombées sur Terre. Et ce n'était pas beau à voir. La pluie est tombée aussi. Seulement au lieu de gouttes d'eau, tu aurais vu des boules de feu vitreuses et chaudes. Elles ont bombardé la surface de la planète pendant des jours. Les tectites ont mis le feu à tout. Les scientifiques en ont trouvé des preuves dans le monde entier, pas seulement près de la zone de la collision. Mais beaucoup de choses de cette époque sont encore un mystère. Certains scientifiques pensent que Chicxulub n'était même pas un astéroïde, mais peut-être une comète. Les astéroïdes sont principalement faits de pierre et de métal. Le plus souvent, ils ressemblent à une pomme de terre. Une comète contient de la pierre, du métal et de la glace. Les comètes ressemblent à des flocons de neige cosmiques sales avec de l'ammoniac, du méthane et du dioxyde de carbone. Les comètes proviennent parfois du nuage de Oort.
C'est un énorme nuage de glace et de débris qui orbite autour de notre système solaire. De temps en temps, les comètes se libèrent de l'amas et se dirigent vers notre Soleil. Selon les scientifiques, cette comète particulière est passée juste à côté de Jupiter. La gravité de la géante gazeuse a encore accéléré la comète. Elle a volé vers le Soleil, en prenant de plus en plus de vitesse. La couche de glace extérieure de la comète a commencé à s'évaporer et elle a probablement dégagé beaucoup de poussière et de gaz, ce qui a donné l'impression qu'elle avait une queue. La gravité du Soleil a fini par faire éclater la comète en morceaux. L'un des fragments a volé dans l'espace et s'est écrasé sur la Terre, il y a 66 millions d'années. Alors, astéroïde ou comète? La vérité est que nous ne le saurons jamais. Ce que nous savons, c'est que la Terre a eu la malchance de se trouver sur sa trajectoire et qu'elle n'a plus jamais été la même. La catastrophe a stoppé le développement de 75% de la vie sur Terre. Toutefois, certains grands animaux marins comme les crocodiles, les tortues et les poissons ont survécu à l'impact. De tous les animaux terrestres, les seuls à avoir survécu sont ceux qui étaient en moyenne plus petits que le raton laveur moderne. Cela inclut tout de même un tas d'espèces particulières de dinosaures, à savoir les ancêtres des oiseaux. Les chercheurs pensent qu'ils ont survécu pour deux raisons. Après l'énorme impact, il a fallu beaucoup de temps pour que les plantes recommencent à pousser. Et beaucoup d'animaux n'ont pas survécu. La plupart des animaux restants n'avaient pas assez de nourriture. Mais ces dinosaures avaient un bec. Grâce à lui, ils pouvaient fendre les noix et extraire les graines du sol. C'est pourquoi ils ont pu survivre. La deuxième raison est que ces chanceux avaient un plus gros cerveau. Certains experts pensent qu'ils ont pu coopérer les uns avec les autres et s'adapter rapidement aux nouvelles conditions. D'autres formes de vie ont également survécu. Les champignons et les moisissures ont survécu sous terre et sous l'eau. Petit à petit, l'obscurité s'est dissipée et les fougères ont commencé à envahir le paysage sans vie. Après quelques milliers d'années, les forêts ont commencé à réapparaître. Les animaux qui ont survécu étaient presque tous des créatures petites et discrètes. Ils vivaient dans des terriers, à l'abri de toute cette cendre chaude. Avant la collision, les mammifères avaient vécu dans l'ombre des dinosaures. Mais avec la disparition soudaine de tous les dinosaures, les choses étaient sur le point de changer. Les mammifères ont pu prendre le pouvoir. Ils ont commencé à dominer la vie, du moins sur Terre. Mais revenons au moment où tout a changé. Il s'avère que ce n'est pas la taille de l'astéroïde qui l'a rendu si puissant, mais plutôt l'angle sous lequel il a frappé la Terre. Si l'angle d'impact avait été différent, les dinosaures auraient peut-être même survécu à la catastrophe. Alors, à quoi cela aurait-il ressemblé? Voyageons en arrière, très loin en arrière. Oh non, un astéroïde géant se dirige vers la Terre. Ah, attends, ça n'a pas l'air si grave. Il a raté son coup. Ouf! Il y a beaucoup de tremblements de terre, de tsunamis et d'éruptions volcaniques chaque jour. Mais les dinosaures ne s'en soucient pas tant que ça. Avançons de quelques millions d'années, et la plupart de ces anciens lézards ont changé d'apparence et sont maintenant méconnaissables. À cause de plusieurs périodes glaciaires, de nombreux dinosaures sont maintenant totalement recouverts de plumes pour se protéger du froid. Les mammifères existent, mais ils sont peu nombreux. Tu vois beaucoup de chauves-souris dans les grottes. Il y a des tonnes de rongeurs de la taille d'un rat dans les forêts. Pendant la journée, ils se cachent dans les sous-bois ou les terriers. La nuit, ils sortent à la recherche de nourriture. Il n'y a pas de chevaux, pas d'éléphants, ni d'autres grands mammifères. Pourquoi devenir grand et appétissant alors qu'il y a tant de reptiles dangereux avec d'énormes crocs aux alentours? Il n'y a pas de baleines dans la mer. On ne voit nulle part de perroquets, de faucons et de pigeons. Mais les ptérodactyles 2.0 passent constamment devant toi en sifflant. Certains ont la taille d'un hélicoptère, tandis que d'autres ne sont pas plus grands qu'un cygne. Il y a beaucoup de primates, mais ils ne sont pas pressés de descendre de leurs arbres et de marcher sur deux jambes. Pas d'aventure dans la savane, pas d'évolution vers l'Homo sapiens. Dans cette réalité alternative, les espaces ouverts sont très dangereux. Mais les forêts et les arbres le sont aussi. Aucun endroit n'est vraiment sans danger. Pour déguster de délicieux primates, de nombreux petits dinosaures ont appris à grimper aux arbres. Cela se passait déjà à l'époque du Crétacé, juste avant que cet énorme astéroïde ne manque la Terre. Ouf! Cela aurait été une collision épique. Les dinosaures sont devenus plus sages depuis cette collision évitée de justesse. Certains sont même aussi intelligents qu'un poulet moderne. Un gros cerveau consomme beaucoup d'énergie, et ce n'est pas toujours une bonne stratégie de survie. Il est plus sûr de limiter la taille du cerveau et de continuer à fabriquer des dents plus grandes et plus pointues. Il y a 66 millions d'années, un énorme astéroïde a frappé la Terre et a déclenché l'extinction massive de presque toutes les créatures vivantes de la planète, y compris les dinosaures. Si l'objet spatial s'était écrasé ailleurs, certains dinosaures auraient pu survivre et vivraient encore de nos jours. Selon certaines recherches, l'astéroïde avait environ une chance sur 10 d'anéantir les dinosaures et les autres animaux de l'époque.
Il était bien plus probable que l'astéroïde s'écrase sur le sol sans qu'il y ait de conséquences destructrices majeures. Pour comprendre comment les choses auraient pu se passer si la collision avait eu lieu ailleurs, nous devons découvrir ce qui s'est passé ce jour-là et pourquoi la catastrophe a été si dévastatrice. Cet énorme rocher spatial est tombé sur la zone côtière de la péninsule du Yucatan au Mexique. Cela a provoqué une réaction en chaîne qui a déclenché des catastrophes naturelles dans le monde entier. L'endroit où l'astéroïde est tombé s'appelle le cratère de Chicxulub. Aujourd'hui, la moitié de cette zone est sous l'eau. L'astéroïde avait un diamètre d'environ 12,1 km et se déplaçait à une vitesse de 43 443 km/h. Ce rocher, plus gros que l'Everest, se dirigeait vers la Terre à une vitesse près de 40 fois supérieure à celle du son. Waouh! L'énergie libérée lors de la collision a été aussi puissante que l'explosion d'environ 10 milliards de bombes atomiques. Et la force destructrice de l'onde de choc n'était qu'une des nombreuses catastrophes. L'astéroïde est tombé dans l'un des pires endroits possibles. Et à cause de la façon dont il est tombé, il a projeté une énorme quantité de poussière dans l'air. Imagine que tu sautes dans l'eau comme un athlète professionnel à la verticale et que tu produises très peu d'éclaboussures. Et maintenant, pense à la quantité d'eau qui éclabousse lorsque tu sautes dans la piscine comme un boulet de canon. Donc l'astéroïde a atterri comme un boulet de canon. La deuxième catastrophe provoquée par l'astéroïde est la combustion de la suie. Une petite partie de la surface de la Terre est constituée de roches. Seul un infime pourcentage de cette partie était riche en pétrole et en soufre à l'époque. L'astéroïde a brûlé et soulevé tant de suie dans l'air qu'il y aurait de quoi remplir un stade de baseball couvert. Selon les recherches, il y a 65 millions d'années, seuls 13% de la surface de toute la planète aurait pu contenir la quantité de matière organique nécessaire pour supporter la formation d'un tel volume de suie. C'est pourquoi cet endroit est considéré comme le pire. Si la catastrophe s'était produite sur les 87% restants, les dinosaures seraient encore en vie aujourd'hui. Un énorme nuage de suie et de dioxyde de carbone s'est élevé dans l'air et a recouvert le Soleil. La suie a rendu le ciel gris et a partiellement bloqué la lumière du Soleil. Cela a entraîné une chute rapide des températures sur presque toute la planète. On aurait dit que la Terre était plongée dans un voile gris. De nombreuses plantes et animaux n'ont pas pu survivre à la vague de froid. Les arbres ont commencé à se dessécher à cause du manque de soleil. Le processus de photosynthèse a été perturbé. Le froid et le dépérissement des arbres ont entraîné une autre catastrophe, la famine mondiale. Les herbivores ont été incapables de survivre car ils avaient perdu presque toute leur nourriture. Les plantes, les fleurs et les arbres n'ont pas réussi à survivre à la catastrophe. Ces destructions se sont propagées bien au-delà du site d'impact de l'astéroïde. Des particules de poussière chaude, des morceaux d'astéroïdes et de petits morceaux de roches se sont déposés au sol sur tout le continent et ont provoqué des feux de forêt à grande échelle. Les arbres en feu ont projeté encore plus de suie dans l'air, ce qui a encore aggravé la situation. L'énorme astéroïde a apporté de l'espace des métaux lourds avec des niveaux de toxicité très élevés. La fonte de ces substances lors de la collision a provoqué des tempêtes de feu. L'astéroïde n'a pas seulement touché des terres continentales, mais aussi les eaux, ce qui a déclenché un énorme tsunami. Mais ce n'est pas le pire. Le fond de la mer était rempli de sulfate, et lorsque l'énergie de l'astéroïde l'a brûlé, cela a provoqué la libération d'acide sulfurique dans l'atmosphère. Le nuage d'acide s'est mélangé à un nuage de suie et a commencé à se répandre dans le ciel. Des particules de roches brûlantes sont tombées sur le sol comme une pluie de feu. Une pluie acide a commencé à cause du soufre. Elle a duré plusieurs jours et n'a laissé aucune chance aux animaux de survivre. Les pluies acides ont empoisonné l'eau des rivières, des lacs et des mers. L'acide a détruit tout ce qui ne pouvait pas brûler. Une partie des nuages est allée détruire la Terre et l'autre partie, l'océan. La situation s'est encore aggravée quand les gouttelettes de soufre ont anéanti une grande quantité d'algues et de phytoplancton. L'océan génère près de la moitié des réserves d'oxygène de notre planète. À cette époque, les créatures marines qui vivaient dans ces parties supérieures ont été détruites. Ce n'est pas l'onde de choc, mais le manque de soleil, l'acide, l'obscurité et le froid qui sont en fait les principales raisons de l'extinction des dinosaures. Mais même lorsque certains lézards ont échappé au feu et au soufre, ils ont alors rencontré les déchaînements marins. L'impact de l'astéroïde a provoqué des tsunamis à grande échelle sur toute la planète. La toute première vague avait une hauteur d'environ 1,6 km. C'est presque 3 fois plus que l'Empire State Building.
des milliards de litres d'eau se sont déplacés à une vitesse de 145 km/h. Une vague aussi puissante pourrait facilement détruire la moitié de New York aujourd'hui. La météorite a créé une série de vagues de 15,8 mètres de haut. De gigantesques murs d'eau de la taille d'immeubles de 5 étages se sont fracassés sur la côte et ont tout démoli sur leur passage. Le manque de lumière du soleil, la baisse de température, les pluies acides et incendiaires, la réduction de la production d'oxygène, les feux de forêt, les tsunamis géants et la vague explosive de la puissance d'1 milliard de bombes atomiques, tout cela a réduit la diversité biologique de la Terre de 75%. Oui, ça bouleverse le climat, c'est sûr. Des astéroïdes géants avaient déjà frappé la Terre auparavant, mais ils n'ont jamais provoqué de telles catastrophes sur toute la planète. Et si cet astéroïde était tombé dans un autre endroit, disons une forêt, loin de l'eau et des terrains montagneux? Cela aurait provoqué de graves incendies. Un énorme nuage noir de cendres se serait élevé dans le ciel et aurait masqué le soleil, mais il n'aurait probablement pas généré de pluies acides ou de pluies de feu. La plupart des espèces de la planète auraient pu survivre à cette catastrophe. Et si la météorite était tombée quelque part au milieu de la glace et de la neige? Cela aurait provoqué une augmentation rapide de la température sur toute la planète. D'énormes tsunamis auraient submergé de grandes étendues de terre. Cependant, les cendres et le dioxyde de soufre n'auraient pas rempli le ciel. Les pluies acides n'auraient pas touché l'océan. De nombreuses créatures marines auraient pu survivre et vivre jusqu'à ce jour. Et les dinosaures vivant loin des océans n'auraient pas du tout remarqué la chute de la météorite. Les événements les plus terribles se seraient probablement produits si une météorite était tombée sur un volcan en activité. Cela aurait déclenché la plus grande libération de lave de l'histoire. Des tremblements de terre destructeurs auraient commencé et le ciel entier aurait été recouvert de cendres volcaniques. Et si la météorite avait frappé un désert? Elle aurait fait fondre des milliards de tonnes de sable et les aurait transformés en verre. Imagine des dunes de verre qui réchauffent encore plus notre planète. Et nous pourrions déterrer les restes bien préservés d'anciens lézards dans le verre. Bref, il existait de nombreux scénarios catastrophiques possibles, et le pire d'entre eux s'est réalisé pour les dinosaures. Il est peu probable qu'ils reviennent un jour, mais peut-être peuvent-ils renaître. Des scientifiques se sont inspirés d'une idée tirée d'un célèbre film hollywoodien. Ils voulaient trouver un moustique qui se serait retrouvé coincé dans de l'ambre. Ils en auraient extrait l'ADN de dinosaures. Mais cela pose un problème. Le plus ancien échantillon d'ADN qu'ils ont réussi à trouver avait 1 million d'années. Les dinosaures se sont éteints il y a environ 66 millions d'années. En outre, l'ADN est une chose très fragile. La probabilité qu'ils aient pu être conservés intacts quelque part pendant si longtemps est très faible. Ainsi, au lieu de rechercher l'ADN de cet ancien dinosaure, les scientifiques ont décidé de prélever l'ADN des plus proches ancêtres de ces lézards, les oiseaux. Au cours de millions d'années d'évolution, les pattes des dinosaures auraient pu se transformer en ailes et les bouches allongées en bec. Les pélicans sont très semblables aux ptérodactyles, les autruches ressemblent aux vélociraptors et les poulets ressemblent beaucoup aux T-Rex. Bon, arrêtons-nous un instant et imaginons un poulet de la taille d'un T-Rex. Salut toi, tu veux un morceau de moi? Un poulet ordinaire est considéré comme le plus proche parent de l'énorme lézard. Enlève-lui le plumage, recouvre-le d'écailles, donne-lui une bouche dentée au lieu d'un bec et attache-lui une longue queue. Et tu obtiens un véritable mini-tyrannosaure par sa structure corporelle et ses mouvements. Au plus profond de son ADN, on trouve des gènes similaires à ceux que possédaient de redoutables prédateurs. Avec l'aide du génie biologique, les scientifiques prévoient de jouer avec son ADN et d'essayer d'inverser l'évolution. Ce qui signifie que la reproduction des dinosaures peut devenir une réalité. Eh bien, cela pourrait se retourner contre toi.